Alors non, vous ne rêvez pas, j'ai bien utilisé le générique de 2001, l'Odyssée de l'espace, avec le thème de Star Wars. Ça, c'est pour éviter tout problème avec Disney et Lucasfilm, notamment pour la captation. Bonjour à tous et à toutes. Je sais que vous avez fait un long chemin pour trouver une réponse à un problème qui est très embêtant dans le développement logiciel. Et je vais tenter de résumer quel est le problème. Donc généralement, dans une architecture logicielle, on met notre logique métier dans des backends. C'est une bonne pratique parce qu'on n'a pas envie de dupliquer cette logique métier dans tous nos consommateurs. Ici, j'ai représenté un back-end de réservation de, on va dire, billets de train. Vous pouvez faire une recherche, sélectionner un train et un tarif, faire en anglais ces tarifs, etc. Mais le truc, c'est que cette logique métier, eh bien, le back-end, on ne met pas les utilisateurs devant. Il faut aussi qu'on développe des front-ends dans lesquels on va retrouver les fonctionnalités exposées par notre back-end. Et donc là, on est de part et d'autre du réseau, et bien sûr, pour que ces deux choses dialoguent ensemble, au milieu, on va mettre une couche qui s'appelle REST. Ça, vous connaissez REST? Ça va? Ouais. Et le truc, c'est que, c'est que REST, en fait, a un petit problème, c'est qu'il a 4 mots de vocabulaire. Donc on va passer notre temps à avoir dans notre front-end et notre back-end des fonctionnalités qu'on a essayé de représenter de la manière la plus sémantique possible pour que ça transpire le métier, comme rechercher des trains. Et on va devoir traverser en fait cette couche pour dialoguer sur le réseau. Et donc on va faire une recherche de trains qui vont à la destination de l'utilisateur. Ça va devenir un create d'une ressource recherche côté back. Et quand le back va récupérer cet appel crée-moi une ressource de recherche, il va retransformer ça en rechercher des trains pour l'utilisateur qui vont à cette destination. Un autre exemple, c'est par exemple le fait de sélectionner un train et un tarif. Là, ça va se transformer en une mise à jour d'une sous-ressource sélection dans la recherche et qu'on va retransformer en sélectionner un train et un tarif derrière. Et en plus, c'est complètement arbitraire parce que ça aurait pu être aussi créer une ressource de sélection, vous voyez. Donc là, on peut se demander si on n'est pas un petit peu fou de faire ça parce que on est en train de faire de la traduction dans les deux sens avec REST au milieu. Et le truc, c'est que je pense que vous commencez à voir qu'on perd énormément de sens métier. Parce que l'utilisateur, ce que cherche à faire, c'est de rechercher les trains qui desservent sa destination. À aucun moment, il vous demande de créer une ressource. Pourtant, votre back-end, qui est responsable de la logique métier, ce qu'il expose comme API, c'est créer une ressource. Donc là, on peut se dire, on a perdu un peu d'intention métier. Et en plus, quand vous créez une ressource, le fait de rechercher, quand vous créez une ressource recherche, l'action, vous la perdez, et la sémantique de train, etc., de destination, c'est pareil, c'est perdu. Et un autre truc aussi, c'est que je pense que lorsque vous avez des user stories, vous préférez qu'elles ressemblent à la première phrase qu'à la deuxième. J'imagine que si votre product owner vous fait créer une ressource recherche, vous tirez un peu la tronche. Et si vous avez vraiment des product owners qui font ça, il faut les dégager. Parce qu'effectivement, on perd là du sens métier. Et pourquoi on perd du sens métier quand on fait du REST? C'est à cause de ce qu'on appelle l'interface uniforme. C'est un des piliers de REST. En fait, il faut savoir qu'avant REST, donc avant les années 2000, on avait surtout que le protocole HTTP pour dialoguer avec des backends. Mais la manière dont on utilisait ce protocole, c'était un peu freestyle. Et donc à partir de 2000, REST est arrivé en disant on va standardiser un petit peu les choses. Et maintenant, on va dire que sur les backends, il y a des ressources. Et on va gérer le cycle de vie de ces ressources avec le modèle CRUD qu'on va appliquer aux méthodes HTTP. Donc quand vous voulez créer une ressource, vous utilisez un post. Quand vous voulez lire une ressource, vous écrivez un get, update, put ou patch, et delete, c'est delete. Donc c'est cool, c'est cool, c'est cool. Et ça s'est grandement répandu. Mais le problème, c'est que en fait, si vous lisez si vous savez, en fait, REST, ça a été formalisé dans la thèse de Roy Fielding en 2001. Et dans la thèse, il explique un truc, c'est que bien que ce soit assez cool d'avoir ce truc-là qui permet de manière standardisée aller requêter n'importe quel back-end parce qu'on connaît un peu le protocole, il y a un gros trade-off, c'est que comme l'information, eh bien, on l'échange de manière standardisée, on va dégrader l'efficacité du système. Parce que cette information ne sera pas spécifique aux besoins
de l'application. Donc quelque part, il nous a dit qu'on allait perdre justement ce sens métier. On aura ce problème d'impédance où on va faire que des creates de ressources et tout devient CRUD dans la vie d'un développeur. Donc quelque part, en fait, ce problème d'impédance, si je faisais un petit schéma là, vous pouvez voir votre intention métier, là, votre business logic comme étant cet astronaute, et derrière, eh bien, le trou noir, c'est notre interface uniforme de REST. Voilà, il n'y a plus rien, et comme je dis, tout devient CRUD. Je m'appelle Julien Topsu, je suis tech coach chez Shedo, c'est une ESN parisienne, un peu partout maintenant en France, et pas que parisienne, spécialisée dans le domaine de design et software craftsmanship. Et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour vous montrer une méthode ancestrale, qui a c'est-à-dire plus de 25 ans maintenant, qui va vous aider à ramener de l'intention métier dans vos API REST et d'arrêter de faire du CRUD pour faire du CRUD. Mais pour vous montrer ça, je vais utiliser un use case qui vient d'une startup qu'on a créée chez Shedo qui s'appelle Colombial Express. Je vais vous faire une petite démo. Donc, en fait, c'est une startup qui vous permet de voyager entre la Terre et la Lune. Il fallait bien qu'on invente un truc pour toucher le crédit impôt recherche, n'est-ce pas? C'est pas une vraie startup, vous l'aurez compris. Mais c'est un outil, c'est un soft sur lequel j'ai appliqué la technique que je vais vous démontrer. Alors, juste d'abord vous montrer, on va parcourir le domaine. Je ne sais pas si c'est assez lisible. Hop, on va zoomer. Donc là, j'ai un formulaire de recherche. Je peux dire si je veux faire du one-way ou du round-trip, donc aller-retour ou aller simple. On va dire qu'on part du centre spatial guyanais et qu'on veut aller sur Péricrateur sur la Lune. Et là, quand j'appuie sur rechercher, j'ai la liste de mes space trains parce qu'on va dans l'espace. Aller, outbound, c'est aller en anglais. Et vous voyez que pour chacun de mes trains, eh bien, j'ai un tarif première ou seconde classe. Si je sélectionne un des tarifs, ça va peupler ici mon panel de sélection à droite avec ce que j'ai sélectionné. Et ça a aussi changé la UI parce que maintenant, vous voyez les trains retour. Là, si je sélectionne un train retour, par exemple, je vais dire que je reviens en seconde classe, vous voyez que maintenant ma sélection est complète parce que je peux cliquer sur le bouton Book. Je ne pouvais pas le faire avant parce que j'ai demandé de faire un aller-retour et que j'avais sélectionné que l'aller. Donc là, maintenant, en cliquant sur Book, on a la page qui nous permet de voir notre réservation. Et vous pouvez voir que notre startup ne deviendra jamais une licorne parce qu'avec nous, vous êtes capable de faire des allers-retours sur Lune pour 381 €. C'est-à-dire qu'on ne sera jamais rentable. Voilà. Donc ça, c'est le domaine qu'on va parcourir aujourd'hui sur lequel je vais vous montrer la technique qui va vous permettre de ramener de l'intention métier dans vos API REST. Mais ce truc-là, eh bien, a aussi un side effect qui est purement technique. Et là, je vais vous faire une démonstration qui est purement une démonstration de REST. Vous allez voir que c'est peut-être la meilleure démonstration de REST que vous allez voir de votre vie. Et maintenant, j'ai la pression. On va essayer d'assurer. On va revenir au début, là, ici. Et je vais vous montrer ce qui se passe sur le réseau quand je demande de faire une recherche. Donc là, hop, F12, je vais lancer ma recherche. Et ici, network, là, ici. Donc je vais essayer de zoomer quand même. CTRL+. Donc on va voir la requête que fait mon front à mon back, ici, pour aller récupérer les trains à aller. Ici, vous la voyez en fait. Space train bound égale outbound. OK? Ça, tout le monde le voit là? C'est assez grand au fond? Non? OK. Bon, je peux même zoomer un peu plus, mais là, voilà, bound égale outbound. Je vais reproduire ça dans Postman pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc mon Postman, il est ici. Donc je vais faire une recherche. Tac. Et derrière, il faut que je vais reproduire exactement la même requête. Donc là, je vais, vous inquiétez pas, je vais zoomer. Tac, tac, tac. Et donc là, vous voyez bien que j'ai la même requête, bound égale outbound. Outbound, c'est-à-dire aller. Je vais récupérer tous les space trains aller. Et là, j'ai bien une HTTP 200. Donc ça, c'est ce qui se passe dans mon front. Et admettons maintenant que j'ai mon product owner qui me dit Julien, on va ouvrir un nouveau marché qui est Mars. Donc on va pouvoir aller sur Mars. Voilà, je ne vais pas citer ce qui se passe aux États-Unis, mais voilà. Et on va faire de la multidestination. C'est-à-dire que nos utilisateurs, ils vont pouvoir faire des trajets de type Terre-Lune, Lune-Mars, Mars-Terre. Et donc dans ce type de trajet qui s'appelle la multidestination, le concept d'aller et de retour ne veut plus rien dire. Parce que c'est lequel l'aller, c'est quel retour, et on fait quoi des trajets intermédiaires.
Et donc, on va plutôt parler du premier trajet, du deuxième trajet, etc. Donc, on me demande de faire eh bien, cette évolution. Donc là, je vais dans mon code. Ça, c'est mon back-end. Ça, c'est assez grand ou vous voulez que je zoome au fond? Zoomer un petit peu. OK, tac. Tac, tac, tac. Apparence. Zoom. C'est mieux? Et donc, c'est un back-end, c'est en Kotlin, c'est en Spring Boot, mais ce n'est pas très intéressant pour ce que je vais vous montrer. Mais ici, j'ai mon contrôleur qui va répondre à la requête que je vous ai montrée tout à l'heure. Hein. Donne-moi tous les space trains dont le bound est égal à outbound. D'accord? Ici, outbound, vous voyez, c'est un enum. Hein, où je peux mettre bound, c'est un enum, outbound, inbound. Donc là, on me demande de faire l'évolution. Donc, OK, on ne parle plus de bound. On va parler de journey index. Donc ce truc-là, ça va devenir un integer. Et comme je n'ai pas envie de développer toute la fonctionnalité juste devant vous, je vais juste, pour l'instant, redéduire un bound à partir de mon journey index. Donc c'est comme ça, je crois qu'il faut que je fasse. Voilà, tac. Et donc en fait, quand le journey index est 0, ce sera converti à outbound, donc l'aller. Si le journey index est 1, c'est inbound, le retour. Donc là, je prépare le multidestination. Est-ce que vous savez quel est l'impact de ce que je viens de faire? Qu'est-ce que je viens de faire là? Pardon? Ah, et qu'est-ce qu'on vient de péter? Ouais, le contrat. Du coup, en fait, on est d'accord que mes consommateurs, ils pètent. Donc là, pourquoi? Parce que en fait, la manière de requêter mon back-end a totalement changé. Là, je redémarre le back. Tac. Voilà, il a redémarré. Si je retourne en Postman, donc je suis obligé de faire cette requête d'abord. En fait, je crée une recherche et à partir de cette recherche, je vais récupérer mes space trains. Vous voyez que j'ai un 400 bad request, ça ne fonctionne plus. Et là, j'ai même mon backend qui me dit hey, mais j'attends un journey index, tu ne me le files pas comme paramètre de requête là reste. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger ce problème? Ouais, tous les consommateurs. Et en fait, chez les consommateurs, on va devoir leur dire bon bah ok, désolé, on a cassé l'API, c'est plus bound qu'il faut utiliser là, c'est journey index, tac, et c'est plus outbound comme valeur, c'est 0. Et ça, si je l'envoie, là j'ai une HTTP 200. Et là, vous voyez que je récupère mes trains aller. Hein, comme vous pouvez voir, outbound, là c'est aller. C'est super comme démo. Vous saviez que si vous changiez vos requests param, vous pétiez vos API REST. Vous le saviez. J'espère. Alors, sinon vous avez appris un truc et c'est bien. J'ai fait le job. Non, mais en fait, il y a plus que ça. En fait, je vais aller dans mon front. Et mon front, aujourd'hui, bon, ça c'est VS Code. Si vous ne voyez pas vraiment le code, c'est pas grave. Mais vous êtes d'accord que, alors c'est du Node.js, enfin non, c'est du React, pardon. Et il tourne dans un Node.js. Vous êtes d'accord que j'ai jamais changé de code de JavaScript? Vous êtes d'accord? J'y ai pas touché. Hein. Vous savez quoi? On va aller dans le front, maintenant, ici. On va recommencer. On va relancer une recherche. Et vous allez me dire si, à votre avis, ça a fonctionné ou pas. Ça fonctionne ou pas? Qui pense que ça ne fonctionne pas? Et les autres, il faut m'expliquer pourquoi ça fonctionne, hein, par contre. Hein. Tous ceux qui ne lèvent pas la main, je veux une explication de pourquoi ça fonctionne. Ah, et du coup, il y a plus de gens qui lèvent la main là. On va regarder en fait. Je fais search, et là, ça a l'air de marcher. Ok, allons voir sur le réseau ce qui se passe. Je vais rafraîchir la page, et s'il veut bien, voilà. Et là, vous voyez qu'il y a bien journée index égale 0. Vous le voyez, le journée index égale 0 là? Ici? Je peux même zoomer plus hein, si vous voulez. Oula, là, après, là, ça devient trop hardcore là. Hop, allez. C'est quoi? C'est CTRL 0, c'est ça. Et du coup, ça m'a foiré mon truc, mais voilà. Tac, tac, tac. Comment je fais pour initialiser tout ça? Ouais, je sais, mais comment je l'enlève? Bon, je vais faire ça, ça va être plus simple. Et en XHR, et là, vous avez le journey index égale 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que mon front, il a réussi à changer la requête sans que je change le code. Ça a plus de gueule comme démo, non? Vous voulez savoir comment ça marche? Oui. Bon, heureusement, hein, sinon il n'y aurait pas de talk. C'est parce que je suis un informaticien, blague de merde. Non, en fait,
C'est grâce à la technique que je vais vous expliquer aujourd'hui. On va voir comment créer des API REST orientés métier. Et en fait, il faut savoir qu'en REST, il y a déjà tout ce qu'il faut pour le faire. Mais il y a 4 grands problèmes, selon moi, qui nous empêchent d'arriver à ce niveau-là. Donc, 2 choses, c'est d'avoir ce niveau où le front, par magie, il arrive à découvrir que la requête a changé, et le fait qu'en plus, cette requête, elle est orientée métier et qu'elle n'est pas CRUD. Le premier problème que je vois, c'est qu'on a de fausses croyances vis-à-vis de REST. Est-ce que tout le monde connaît REST? Ouais, enfin, j'aurais dû poser des questions comme ça. Qui ne connaît pas REST? Non, ça va? Ok, bon, de toute façon, je vais refaire quelques bases. Donc, selon moi, on a quelques fausses croyances, et je vais vous expliquer pourquoi. Imaginons que je suis dans une application de réservation de Space Train, là, comme je l'ai fait, et on a une fonctionnalité qui va réserver, à partir de la sélection de ma recherche, des trains. Donc, je crée un booking à partir de ma sélection. Donc, cette fonctionnalité-là, si vous devez la mapper en REST, quelle méthode HTTP et quelle URL vous utiliseriez? Méthode HTTP, qu'est-ce que j'utilise? Un post, parce que je crée une ressource. L'URL, un exemple. Pardon? Ah, je crée un search là? Ah, c'est booking. Donc souvent les gens vont me mapper comme ça, post bookings. Ok, soit. Donc là, la sémantique, c'est je crée une ressource booking, donc de réservation. Et admettons que là, j'ai une nouvelle fonctionnalité. Et cette fonctionnalité, c'est je prends une réservation existante. Comme je sais que j'ai un train qui part, je sais pas moi, tous les vendredis à midi de Tours et qui va à Paris, je le réserve toutes les semaines. Je veux juste reprendre le même train et dire, je change juste la date. Je ne veux pas me taper toute une recherche. Donc en fait, je prends une réservation existante, je change la date et ça me crée une nouvelle réservation. Vous voyez? Donc ça, si je devais le mapper en REST, quelle méthode HTTP on utilise? Un post, parce que je crée une nouvelle ressource booking, vous êtes d'accord? Et quelle URL j'utilise? Oui, bookings. Ça marche aussi, hein, bookings, parce que bookings, je crée toujours, en fait, une ressource bookings, dans les deux cas. Et là, vous commencez à sentir le truc qui pue un petit peu, parce qu'on a 2 use cases différents sur le même endpoint. Et donc, pour voir la différence, c'est qu'on risque d'avoir des payloads différents. C'est-à-dire que dans le premier cas, comme je crée ma réservation à partir de la sélection qui est à l'intérieur de ma recherche, j'ai juste à passer l'ID de la recherche, parce que j'ai qu'une seule sélection dedans. Donc l'ID de la recherche peut me récupérer la sélection et je crée le booking à partir de ça. Dans l'autre cas, en fait, je prends un booking existant, c'est pour ça qu'il y a un booking ID dans le payload, et je donne une nouvelle date. Alors déjà, les payloads polymorphiques sur le même endpoint, ça pue un peu, c'est pas ouf. Mais il y a un autre truc, c'est que déjà, on perd du sens. Vous voyez que là, le côté métier qui est je réserve ce que j'ai sélectionné, où est-ce que vous le voyez là? Post-booking search ID. Techniquement, ça marche. Mais l'intention métier, on l'a totalement perdu. Et donc ça, c'est le problème de, je vous ai dit, d'impédance, là, de perte avec le CRUD. Et en dessous, on a une confusion parce qu'on a toujours post-bookings, et le côté je réserve le même train à une date ultérieure, comment on fait la différence? Je vous l'ai dit, c'est en regardant le payload. Donc c'est vraiment pas fou, quoi. Donc qu'est-ce que les gens font pour corriger ce problème? Est-ce que quelqu'un a une idée? Oui, il pleure, mais... Tu disais quoi? Et c'est quoi l'autre nom, par exemple? Alors c'est intéressant, mais souvent, enfin on va y revenir, mais des fois les gens font ça. Rebookings. Alors, ça pourrait marcher, mais ça ne marche pas dans mon cas. Parce qu'en fait, rebookings, ça voudrait dire que c'est une ressource métier. Alors que une re-réservation, ça n'a pas de sens d'un point de vue métier. Pour le métier, en fait, re-réserver, c'est une action et pas une entité. C'est-à-dire qu'il y a 2 manières de créer une réservation. C'est soit à partir de votre sélection, soit à partir de votre réservation existante. Mais une fois que c'est créé, on ne fait pas de différence. C'est une réservation, on s'en fiche de savoir comment ça a été créé. Et c'est exactement le même cycle de vie. Si vous dites que vous avez une ressource bookings et une ressource rebookings, ça laisse penser que ce n'est pas la même chose, mais en fait, c'est la même chose. C'est pas fou. Donc, en fait, il y a un problème fondamental, c'est déjà que REST ne doit pas piloter la conception de votre métier. Parce que déjà, si vous passez de REST à autre chose, GraphQL ou je ne sais pas quoi, par exemple, vous faites du messaging avec une queue. Vous ne tombez pas dans ce problème. Alors pourquoi votre design devrait changer? Ça n'a pas de sens.
Et donc, je vais vous montrer ensuite comment on corrige ce problème. Alors, j'ai oublié de vous dire, rebooking, c'est très dangereux parce que c'est pseudo-fonctionnel. Ça peut laisser penser aux gens du métier ou vos products que c'est quelque chose de métier. Ça va les polluer, ils vont commencer à en parler et ça va inférer des usages alors que ça n'existe pas. Moi, j'ai eu un cas comme ça chez Expedia où, à cause des termes qu'on avait inventés côté dev, pendant 10 ans, ils ont formé en fait des métiers à ces termes-là, alors que ça n'avait aucune réalité pour eux. Je pourrais en parler plus tard si vous voulez, mais là, je n'ai pas forcément le temps dans ce talk. Donc, comment on corrige ce problème? Pour moi, il faut s'aligner vraiment au use case métier. C'est-à-dire que là, ce qu'on cherche de faire, c'est de réserver une réservation existante. Donc, je me place sur la réservation existante, Bookings ID, donc ça, c'est ma réservation existante, et je rajoute ce qu'on appelle un classifier derrière qui s'appelle Rebook. Et là, en lisant directement l'URL, vous savez exactement quelle est l'attention. Quand vous avez post-bookings, vous savez juste que je crée une réservation. Mais dans quel use case, vous ne savez pas. Ici, vous le voyez. Je suis obligé de faire un post parce que je crée une nouvelle ressource. Ça ne change pas, c'est l'interface uniforme de REST. Et derrière, je vais récupérer un booking avec une structure qui correspond à n'importe quel autre booking que je peux récupérer sur getBookings avec un ID. Et là, on est sur quelque chose où on lit l'intention métier directement dans l'URL. Alors, j'imagine que cette solution chiffonne certains ou certaines, parce qu'on vous a dit qu'il ne fallait pas utiliser de verbe en REST. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu parler de ça? Ouais. Eh bien, en fait, si vous cherchez cette nomenclature que beaucoup de gens utilisent, où vous utilisez des noms de collection là, avec un est, avec un /id pour avoir un élément de la collection, / sous-ressource, etc., ça, c'est documenté nulle part, en fait. Ce n'est ni la thèse de Roy Fielding qui en parle, c'est juste un usage qui est arrivé de l'industrie. Mais le truc, c'est qu'à aucun moment, on interdit l'usage de verbes en REST. La seule chose que vous n'avez pas le droit de faire, c'est par exemple de faire get create. C'est parce que là, c'est confus. Get, c'est censé lire de la donnée. Si dans l'URL, il y a marqué create, c'est-à-dire qu'on est en train d'en créer. Pourquoi on fait ça? Ça, c'est complètement interdit. Vous ne pouvez pas utiliser dans l'URL des verbes qui vont à l'encontre du verbe HTTP, de la sémantique du verbe HTTP. C'est la seule chose qui est interdite en REST, en fait. Et en fait, si vous lisez la thèse de Fielding, ça va encore plus loin, parce qu'il explique que, en fait, à aucun moment, ni le client, ni le serveur ne doit comprendre le sens des URL. Et si le client ne comprend pas le sens de l'URL, alors, le truc que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire que quand le back-end va changer l'URL, eh ben, ça va continuer de fonctionner. Alors, pourquoi, à votre avis, ça va continuer de fonctionner? Si mon front-end ne connaît pas comment sont faits les URL, comment ça se fait que lorsque le back-end le change, il n'est pas impacté? Une idée? Non? Ah, il y en a qui spoilent là. Non, mais oui, c'est ça. Mais en fait, ma blague, c'était qu'en fait, s'il ne connaît pas les URL, il ne peut pas l'appeler, donc s'il change, ça ne change rien. Mais bon. En fait, ça, c'est un truc de fou quand même. C'est-à-dire, c'est si votre front ne sait pas comment sont faits les URL, alors il ne sera pas impacté s'il les change. Et on a quand même un moyen de faire en sorte que ça marche. Et je vais vous montrer comment on peut faire en sorte que votre front ne connaît pas les URL. Et ça, on le verra un petit peu plus tard dans le talk. Parce que c'est un des secrets du tour de magie que j'ai fait tout à l'heure. En fait, mon front, à aucun moment, il ne sait comment faire une URL pour aller appeler mon backend. Et ça, normalement, c'est la base de REST. Je sais qu'il y a peu de gens qui font ça. Parce que tout le monde l'écrit à la main, je fais /search, /id, /machin. Et bien ça, il ne faut pas faire dans votre front-end. Mais je vais vous montrer tout à l'heure comment ça marche. Parce que pour vous montrer comment ça marche, il faut que je vous parle d'un autre problème. C'est qu'on a tendance à confondre ce qu'on appelle un modèle et ce qu'est le métier. Alors ça paraît bizarre comme ça, mais vous allez voir, c'est très simple. On va prendre une utilisatrice. Notre utilisatrice cherche à sélectionner un train et un tarif. Du coup, on a un front qui lui présente la liste des trains et elle va cliquer sur le tarif du train qui l'intéresse. Ça, c'est sélectionner un train et un tarif. Okay? Ça, c'est métier. Côté back-end, c'est le modèle. C'est comme on a modélisé le métier. Et là, admettons, j'ai une ressource search, recherche, dans laquelle j'ai une liste de trains disponibles, available space train, et dedans, j'ai une sous-ressource sélection qui va stocker les trains sélectionnés.
Le truc, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, c'est que lorsqu'on va créer notre API, eh bien, on va aligner notre API sur la structure de notre code. Et on va faire un truc comme ça. C'est-à-dire que pour sélectionner un train, on va se dire, ah, c'est à l'intérieur de la sélection dans la recherche, donc je vais faire un update de ma sous-ressource sélection à l'intérieur de ma recherche. Et ça correspond vraiment à la structure du code, vous êtes d'accord, hein? Mais le truc, c'est que, encore une fois, l'utilisatrice ne vous demande pas de mettre à jour une sous-ressource de sélection dans votre ressource recherche. C'est pas ce qu'elle demande. Elle demande de sélectionner un train et un tarif. Et là, vous voyez que ce n'est pas du tout ce qu'on expose, hein. Et donc là, on retombe encore dans notre problème. Dans le pire des cas, quand vous exposez des API comme ça va devenir un enfer. Parce que, en fait, si votre métier n'est pas clair, eh bien, on va structurer des fronts, et pas clair, et pas évident, on va structurer des fronts où, je sais pas, on aurait une petite boîte qui s'appelle sélection, tu cliques dessus, puis il y a des trains qui apparaissent, et puis tu prends ton train, et puis... non, en fait, il n'y a pas de workflow métier. Mais je vous rassure, ça, comme on a des UX et généralement des PO qui savent faire leur travail, on arrive quand même à s'en prémunir. C'est peut-être 1% des cas, ça. Mais à 99% des cas, ce qu'on a avec ces superbes API, c'est plutôt un front-end tout beau et un back-end tout moche. Pourquoi? Parce qu'en fait, le front-end, lui, il est obligé de se tenir à l'intention métier, sinon les utilisateurs ne veulent pas l'utiliser. Hein, si vous lui dites mets à jour sélection dans la recherche, ça n'a aucun sens. Mais le truc, c'est que c'est les API que expose votre back-end. Donc votre front-end, il est obligé de traduire l'intention métier vers une API CRUD sale là, que votre back-end il expose. Vous voyez? Donc c'est-à-dire que l'intention métier, elle est plutôt côté front, elle n'est pas côté back-end. Vous me suivez là? Ouais. Et donc ça, en fait, cette adaptation-là, tous vos consommateurs vont devoir le faire. Les applications mobiles, le back-end qui appelle votre back-end, tout le monde va devoir faire cette adaptation. Et ça, moi, j'appelle ça une complexité accidentelle d'adaptation. Pourquoi? Parce qu'on a exposé notre modèle, la manière dont on crée nos classes, en fait, à l'intérieur de l'application, et on a exposé ça en un pour un sur, on va dire, sur la REST API. En plus, vous voyez un petit peu la flakiness du truc. Vous changez la structure de votre code, l'API est pète, hein. Ce qui est normal, hein. Alors, comment on fait pour se prémunir de ce problème? Eh bien, on va prendre cette adaptation-là, qui est faite côté front, et on va la pousser dans le back-end. Donc, on va encapsuler le fait de traduire cette création de ressources, etc., dans le back-end. Je vais vous expliquer comment on fait ça, mais ça m'amène à mon problème suivant, qui est qu'avec REST, on a un problème d'encapsulation. Est-ce que tout le monde voit ce qu'est l'encapsulation? Il y a des gens qui ne voient pas ce qu'est l'encapsulation. Ok, je vais expliquer très rapidement ce qu'est l'encapsulation. Au passage, j'aime beaucoup ce mème où vous avez le task manager de Windows qui ne répond pas, et là, c'est Obi-Wan qui dit « t'étais supposé les détruire par les rejoindre ». Parce que c'est le truc qui permet de détruire les process sur Windows. Alors, je vous l'ai dit, en fait, on essaye d'encapsuler cette logique métier, cette transformation métier côté back. Mais on a un problème d'encapsulation côté REST, et je vais vous l'expliquer. Je vais revenir sur les bases de l'encapsulation. Normalement, c'est un truc qu'on utilise quand on fait de l'orienté objet. Là, j'ai une classe recherche qui a des champs, un identifiant, des critères de recherche, des space train, une sélection. J'ai des getters setters, et c'est tout. Là, en fait, on a créé un truc qui s'appelle un modèle anémique, exactement, parce qu'en fait, ma classe ici ne porte aucun comportement. Ça va être les consommateurs de ma classe, des Search Service Manager, implémentation, des Search Utils et autres joyeusetés comme ça, des Search Services, qui vont s'amuser en fait à gérer la logique métier au-dessus de ma classe recherche. Et ce qui fait qu'on a des problèmes de désencapsulation. La désencapsulation, c'est que par exemple, ici, admettons que j'ai fait une recherche qui dit Paris-Tours. Ça veut dire que mes critères de recherche disent que j'ai des trains qui vont de Paris et qui vont à Tours. Et ça veut dire que tous les trains qui sont là vont de Paris à Tours, vous êtes d'accord? Mais si après je fais un set critérial là, et que je mets la destination à Marseille, qu'est-ce qui se passe? J'ai une recherche qui dit que je vais de Paris à Marseille, mais j'ai des trains qui vont jusqu'à Tours. Voilà, ça c'est la désencapsulation. Parce que là, on est en train de déléguer ce qu'on appelle la vérification des invariants, les choses qui doivent être toujours vraies dans l'objet, au consommateur. Et ça va être du code que vous allez devoir en fait dupliquer partout.
hein, dans un Search Service Manager Utils implémentation, dans un Booking Manager Utils implémentation, etc. À chaque fois qu'on va changer ici Criteria, il faudra vider la liste de trains. Et ça, c'est dans le code qui sera à l'extérieur. Ça, c'est de la désencapsulation. L'encapsulation, c'est de dire, et normalement c'est objet, hein, on ne fait pas du tout ça, et on va plutôt exposer des méthodes qui sont des comportements métiers et qui ont pour but de synchroniser en fait les changements de tous les champs que vous avez dans votre classe de manière cohérente. Donc si là, j'exposais, je ne l'ai pas mis, mais par exemple une méthode change destination, je pourrais donner ma gare, et en interne de change destination, je dégage tous les trains. Comme ça, je suis sûr que en fait, ma recherche est toujours dans un état valide. Vous voyez? Parce que la logique métier, je l'ai encapsulée dans mon objet recherche. Est-ce que c'est clair ça? Ouais? Est-ce qu'il y a des gens qui font ça, qui encapsulent comme ça? Non, il n'y a personne. Vous êtes sur quel langage? Pardon? Java, et vous ne faites pas d'encapsulation. Non mais c'est clair ça, l'encapsulation? En fait, vous mettez les comportements dans les objets et pas dans les espèces de fonctions qui tournent autour des objets. En fonctionnel, on a l'équivalent de ça, notamment avec les modules, etc. C'est presque la même chose, mais il y a une notion qui est très proche. Et pourquoi je vous dis que... oui, bon, en plus, si vous faites du Domain Driven Design, il y a des gens qui font du Domain Driven Design dans la salle? Ouais, bon, il y en a 2. Alors, et c'est tout le travail qu'on fait en Domain Driven Design. Hein. On cherche à encapsuler les états pour exposer des comportements. Et normalement, ça, c'est l'objet qui le fait aussi. Hein. Okay. Donc, on ne permet pas aux gens... J'ai oublié de dire, il n'y a pas de getter-setter. Enfin, il n'y a pas de setter, là. Hein. Plus personne n'a le droit de faire ça. Personne n'a le droit de changer les états internes de l'objet sans passer par ces fonctions-là qui font des transitions d'état, en fait. Mais le problème, c'est quand vous faites ça, en admettant que vous faites ça, et que vous exposez ça sur REST, bah, c'est facile d'exposer les champs. ID, criteria, space train, sélection. Mais vous faites quoi des belles fonctions, je vous ai dit qu'il fallait créer? Elles sont où? Comment vous les réaliser? Ah! Parce qu'en REST, vous faites tout le contraire. On désencapsule les comportements, donc toutes ces fonctions-là, qui sont dans nos objets, pour exposer des états. Et ce qui fait que c'est nos consommateurs qui vont faire des getters-setters pour essayer de manipuler votre objet. Et en REST, vous avez un super getter-setter qui est le CRUD. Et donc là, techniquement, votre front, il est capable de faire des updates et des getters-setters sur chacun des champs ici. Donc le front pourrait lui aussi changer le critère de recherche en faisant un patch dessus, et puis bah, ça ne change pas les trains. Et là, vous avez une ressource qui est incorrecte côté serveur. Vous voyez l'idée? Alors comment on fait pour se prémunir de ce problème? Comment on fait pour encapsuler et mettre des comportements dans cette API ici? Ah, j'ai oublié de... C'est marrant, il ne charge pas ce... Bon. Ah si, voilà, ça fait 3 plombes. J'ai oublié de dire un truc. En fait, encore une fois, on peut se demander si on n'est pas un petit peu fou parce que... oubliez le comment, je vais l'expliquer après. Vous vous rendez compte quand même, ici, on revient du CRUD, hein, on est d'accord. Hein. Et vous n'avez jamais remarqué que quoi qu'on fasse dans le dev, tout revient à ça. C'est-à-dire que si vous faites de la base de données, vous faites du CRUD. Si vous faites du REST, vous faites du CRUD. Et donc là, on a CRUD, et au milieu, on essaie de la mettre la logique métier qui, on espère, ne pas être CRUD. Bah ouais. Ce serait plus simple si le truc qu'on mettait au milieu, la couche service ou la couche domaine, fasse du CRUD. Non? Vous pensez pas? Ce serait vachement plus direct. Comme ça, on a un pur alignement entre REST, votre service, et puis la base de données. Et ce qui serait bien, c'est que si on est capable de faire ça, bah, je vous dis que vous n'avez même plus besoin d'écrire de back-end. Vous prenez Postgres, vous mettez Postgres REST, et puis ça va tout seul. À partir de vos tables, ça fait des API. Ça marche ça, à votre avis? Oui, si vous faites des procédures stockées et qu'après vous ne maintenez pas l'application et vous barrez, oui. Mais si c'est toi qui arrives dans la boîte après, tu pleures. Mais pourquoi généralement on ne le fait pas? Bah parce qu'en fait, la logique métier, c'est difficile à mettre ça dans une base de données. Pas de test unitaire, à porter, etc. Et je pense que... Enfin, qui kifferait travailler comme ça? Il y a des gens qui kifferaient travailler comme ça ici? Non? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà travaillé avec des procédures stockées qui s'appellent les unes les autres et qui ont envie de reproduire ça? Ah, ça rebaisse les mains. Hein. Mais ce serait vachement plus simple quand même, non?
Mais on ne peut pas le faire parce qu'en fait, ce n'est pas le sens de notre métier. Et là, hein, pour les gens qui font du domaine driven design, alors ça va être une private joke pour les 2 personnes qui en font là, désolé. Vous savez, enfin, est-ce que vous connaissez le vrai sens du CRUD? Ce que veut dire chacune des lettres? Comment? J'entends pas. Ah oui, non, mais c'est pas le vrai sens, ça. Ça, c'est la feinte. Le vrai sens, c'est de rendre le domaine driven design complètement useless. Donc c'est une méthode qui, normalement, vous aide à ramener du sens métier dans vos applications. Et je vais vous montrer qu'on peut quand même aller au-delà de ça. Une démonstration de désencapsulation, là. Je reprends mes endpoints quand j'avais 2 fois post-bookings sur les 2 use cases. Comment on faisait la différence entre les 2 use cases? On regardait le payload. C'était le seul moyen de savoir. Vous êtes d'accord? Ça, c'est de la désencapsulation. Je suis obligé de dire, ah là, il y a Booking ID quand je crée un booking dans le payload. Donc ça veut dire que je suis en train de créer une réservation à partir d'une réservation existante. Et ça, c'est de la désencapsulation parce qu'on perd le sens, on le reconstruit en lisant et en dépensant de la charge mentale. Vous voyez? Donc si je veux corriger ce problème, je repars encore une fois de l'intention métier. Utilisatrice qui sélectionne son train et son tarif. OK? Et elle clique sur le tarif sur son train. Eh bien, comment... Alors, pardon, j'ai oublié de vous dire. On va reprendre l'existant, on va dire qui est fait à la CRUD. Là, on fait un patch sur la sélection dans ma recherche. Ça, c'est le mode classique, d'accord? Et en plus, j'ai utilisé en dessous JSON Patch, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un truc qui vous permet de faire des opérations très fines sur le type d'update que vous voulez dans votre patch. Et là, je dis que je peux faire un add sur le sous-path selected space train, et dedans, je mets le numéro de train qui est comme ça, c'est le tarif première classe. Après, vous pouvez mettre autant d'opérations que vous voulez, si vous voulez. Ça, c'est du JSON Patch. Donc là, ça, c'est le mode classique que souvent les gens font. Et là, pour moi, il y a 2 problèmes. Un, complexité accidentelle d'adaptation. Pourquoi? Parce que je sélectionne un train et un tarif, il faut le retraduire en CRUD comme ça. Je mets à jour une sous-ressource de recherche de sélection dans ma recherche. Deuxième problème, désencapsulation, c'est que pour comprendre ce qui se passe, là, j'ai été obligé de vous l'expliquer, et vous devez dépenser un peu de temps pour comprendre ce qui se passe en lisant le payload. Vous êtes d'accord? Sinon, vous ne pouvez pas savoir pourquoi je mets à jour ma sélection. J'aurais pu rajouter une option de siège, dire que je vais être côté couloir et pas côté fenêtre. Là, vous êtes obligé de le lire, on est d'accord? Et voilà, je sors ma baguette magique et on va corriger ça. Voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai? Je suis sur la recherche de l'utilisatrice. Je suis sur le train qu'elle cherche à réserver. Je suis sur le tarif qu'elle cherche à réserver. Et je mets un select. Et là, en 2 secondes, vous savez tous et toutes ce qui est censé faire cette API. Et je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. C'est vrai. Par rapport à ça, il y a quand même un truc qui se lit vachement plus simplement. Je suis obligé de faire un post parce que je crée toujours une sélection. Parce que c'est l'interface uniforme de REST. Et côté back, en fait, j'ai toujours le même modèle. Celui avec mon search, available space train, sélection, selected space train. Parce que, en fait, l'avantage, c'est que si je décide de changer côté back, et que je me dis que, par exemple, ça me saoule d'avoir 2 fois des listes là, vous voyez, entre ici et là, et qu'au lieu d'avoir cette ressource sélection, ici, je mets des booléens. Ça marcherait aussi. Je dis celui-là est sélectionné, les autres ne sont pas sélectionnés. C'est peut-être pas la meilleure manière de faire, mais vous êtes d'accord que c'est équivalent. Si dans un mode comme ça, on est d'accord que ça change les PI. Là, on est obligé, parce qu'on met à jour des booléens qui est plus dans sélection, mais en fait dans les trains. Vous êtes d'accord? Là, ça ne change rien. Vous pouvez changer côté back, l'URL, elle peut rester la même, parce que là, vous avez une intention métier et pas une implémentation, vous voyez? Ce qui veut dire qu'en fait, c'est votre contrôleur, maintenant, qui va faire cette adaptation qu'avant faisait le front-end entre l'intention métier et la manière dont votre code est structuré. Du coup, côté back. C'est clair, ça? Ouais? OK. Alors, je vends du rêve depuis tout à l'heure, mais en fait, vous avez oublié un truc que j'ai dit. Parce qu'il semblerait que vous êtes fait avoir. Depuis tout à l'heure, je vous expliquais comment mieux faire des URL. C'est vrai, hein? Mais qu'est-ce que j'ai dit au début? Qu'il ne fallait pas les connaître. Donc ça sert à quoi de faire des belles URL si le front ne doit pas les connaître? Et comment le front va faire pour savoir que ces URL existent, en fait? C'est là où on commence à attaquer un petit peu du dur.
Je vais vous parler du dernier problème, qui est un peu le truc qui va tout révéler, qui est le fait que quand on crée des API REST, on a tendance à faire des API anémiques en termes de workflow. C'est-à-dire qu'on n'expose pas notre workflow métier. Je vais vous donner un exemple. Ici, j'ai toutes les endpoints, tous les endpoints qui me permettent de faire une réservation de bout en bout. Premier truc, je crée une recherche en passant mes critères de recherche. Ensuite, je sélectionne tous mes trains aller. Enfin, je récupère tous mes trains aller. Je sélectionne un des trains, ce qui me permet ensuite de récupérer tous les retours. Je sélectionne un des trains et ensuite je crée mon booking. C'est la cinématique en endpoint. Maintenant, si ça c'est mon API REST, comment vous, quand vous voyez ça, vous savez qu'il faut le faire dans cet ordre-là? Comment vous savez ça? Comment? À part? Ouais, mais c'est dit où? Comment on sait qu'on procède dans cet ordre-là? Si vous me dites Swagger, vous êtes des menteurs. Personne ne met ça dans Swagger. Pas vrai. Personne ne fait ça dans Swagger. Et j'ai un corollaire de ce problème-là, en fait. Qu'est-ce qui va empêcher votre front d'afficher les trains retour avant les allées? S'il connaît l'URL, il peut le faire, on est d'accord. Ça n'a pas de sens d'un point de vue métier, mais techniquement, il peut le faire. Qu'est-ce qui va l'empêcher de récupérer, en fait, des retours pour des allées simples? Techniquement, il peut le faire, il va avoir une erreur, mais il peut l'appeler l'endpoint, vous êtes d'accord? Qu'est-ce qui peut l'empêcher de créer un booking alors que votre sélection n'est pas complète? Ça se trouve, votre backend va lui dire « Non, au final, ça ne marche pas parce qu'il faut que tu sélectionnes un train retour », mais techniquement, il peut appeler l'URL. Et en fait, il n'y a rien qui l'empêche de faire ça. Pourquoi? Parce que vos API REST sont anémiques. À aucun moment, elles exposent de workflow métier. Et le pire là-dedans, c'est qu'alors qu'on avait dit au début que la logique métier, c'était quand même une meilleure pratique, on faisait pas mal de consommateurs de la mettre côté back-end, et bien là, vous avez votre front qui est le seul à avoir le workflow. En fait, votre back-end expose juste des étapes de workflow, et c'est le front qui a tout le workflow. Donc si le workflow change, il faut changer le front. Ouais, mais d'accord, mais on n'avait pas dit que c'était du métier, ça. Donc ça veut dire que le mobile, ils doivent changer aussi le workflow, ça veut dire que tout le monde doit changer le workflow. Et là, c'est parce qu'en fait, on n'expose pas le workflow. Et c'est pareil, ce workflow-là, on va le prendre, et on va l'encapsuler, et on va le mettre côté API. Je vais vous montrer aussi un exemple de problème d'encapsulation lié à du workflow dans le front. Généralement, le bouton Booking que je vous ai montré tout à l'heure, comment on va faire pour décider si on l'affiche ou pas? Eh bien, on va regarder si l'aller ou le retour sont sélectionnés pour un aller-retour. Mais là, je vais devoir en fait faire tous les cas. Si j'ai un aller simple, ok, il me faut l'aller. Si j'ai un multidestination, il faut que je fasse augmenter la budget logique. Mais ça, c'est côté front. Vous êtes d'accord? Mais c'est de la logique métier. Qu'est-ce que ça va faire dans le front, en fait? Vous voyez? Et ça, souvent, c'est du code qu'on va retrouver dans nos applications. Donc la logique métier, elle est aussi déportée dans le front à cause de ça. Donc je vous l'ai dit, on va encapsuler ça, le workflow et son pilotage dans l'API. Pour vous expliquer comment on fait, je vais vous parler de la matrice de maturité de Richardson, qui catégorise en 4 catégories les API REST. Alors level 0, c'est vous n'êtes pas REST du tout, d'accord? C'est la fête. Level 1, c'est vous avez au moins des ressources. Level 2, vous utilisez les méthodes HTTP pour gérer le cycle de vie de vos ressources. Et level 3, c'est les hypermédia control. Et tout le monde s'est arrêté en fait au level 2. Alors que les hypermédia control, c'est exactement ce qui va nous amener en fait ce qui nous manque. Est-ce qu'il y a des gens qui savent ce que c'est? Ouais, quelques-uns. Donc les hypermedia control, qu'on appelle aussi A2S, pour Hypermedia as the Engine of the Application State, c'est un système de lien qui va vous permettre d'exposer des relations entre vos objets métiers, découvrir votre domaine métier et d'encapsuler le workflow métier dans votre API REST. Et je vais vous faire tout de suite une démonstration de ça. Donc là, hop, je suis dans Postman. Et ici, j'ai ma requête, normalement qui doit être ici, qui me permet de créer une recherche. Donc là, j'ai juste mon aller, je dis que je vais partir d'ici, avec cet ID de spaceport, je vais arriver ici, et l'heure de départ, c'est ça. Quand je vais envoyer ça dans mon back-end, d'habitude, vous êtes d'accord que le back-end, il sérialise toute la ressource. Donc il va me renvoyer toute la recherche. Et qu'est-ce que j'ai dans ma recherche? Si vous vous rappelez, j'ai l'identifiant de la recherche, critères de sélection, la liste des trains et la sélection. Ça va, ça vous rappelez? Là, si vous regardez ce que mon back-end retourne,
Et je ne sais pas si j'ai un moyen de mieux afficher ça, peut-être en comme ça, tac. Là. Ouais, c'est peut-être mieux. Vous voyez que j'ai mes critères de recherche, et c'est tout. C'est-à-dire que là, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas de contenu. À la place, vous voyez des liens là. Vous les voyez, les liens? Là, j'ai un lien qui s'appelle sélection. Ce qui veut dire que si je veux récupérer la sélection, j'ai juste à prendre cette URL comme ça, je ne cherche pas à savoir ce qu'il y a dedans, j'utilise l'interface uniforme de REST, et là, j'ai récupéré ma sélection. Là, je suis dans ma sélection, comment je le sais? C'est parce qu'il y a un standard de lien qui s'appelle self, et vous voyez que ce self-là, ça veut dire la ressource où vous êtes, et c'est bien la sélection. Et vous voyez que là, pour l'instant, dans ma sélection, je n'ai pas de space train, je n'ai rien sélectionné. Si je veux revenir à ma recherche, j'ai un autre lien qui s'appelle search, je le prends tel quel, je requête dessus avec un get, parce que je veux le lire, et là, vous voyez que mon self, il est sur searches/l'ID de la recherche. Donc là, je suis bien revenu dans ma recherche. Donc déjà, j'ai été capable de naviguer entre mes concepts métiers. Mais ça permet de faire des trucs beaucoup plus intéressants. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai un truc qui me permet de récupérer tous mes allées. Et c'est pareil, si je veux récupérer tous les allées, je prends l'URL telle quelle, je la requête, je fais un get, et là, j'ai tous mes allées. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez à quel moment je suis allé regarder comment est constituée l'URL. C'est mon back-end qui sérialise l'URL pour moi. Et là, vous retrouvez mon journey index égale 0. Vous voyez? Donc c'est pour ça que quand je change et je passe de bound égale outbound de journey index égale 0, ça n'a aucun impact côté front. Parce que lui, il prend l'URL comme ça. Il sait juste que lui, il doit lire all outbound, et ça c'est métier, c'est pas technique. Il requête, et puis voilà. C'est ça le secret du tour de magie de tout à l'heure. Donc là, on a déporté en fait dans, on va dire, les liens, toute l'intelligence qui permet en fait d'appeler le back. Et le front, il a beaucoup moins de trucs à faire. Et donc si on pousse le workflow, vous allez voir que là, je suis dans ma liste des trains à aller. J'ai un lien de sélection. Okay, donc ça veut dire que si je veux sélectionner ce train à aller, je clique dessus, là pour Postman, mais cette fois-ci je vais faire un post parce que je crée ma sélection. Vous vous rappelez, ça c'est l'interface uniforme de REST. Je fais mon post et regardez ce qui se passe. Là en fait, si je regarde le self, je suis dans la sélection. Donc là je suis arrivé dans la sélection et j'ai bien le train que j'ai voulu sélectionner. En plus dans ma sélection maintenant j'ai un prix total. Je ne l'avais pas avant parce que maintenant j'ai un train. Et ce qui est intéressant, c'est que comme là j'ai fait un workflow d'aller simple, j'ai un nouveau lien qui n'existait pas avant qui s'appelle Create Booking. Donc là, comme mon back-end sait que ma recherche est complète, enfin ma sélection est complète, il m'offre la possibilité de créer le booking. Sauf que je ne l'avais pas du tout au début. Hein. Si je retourne là, ici, c'est le premier get selection qu'on a fait. Vous regardez, il n'y a rien ici qui permet de créer le booking. Ça veut dire que le front-end sait qu'il ne peut pas créer ce booking à ce moment-là. Et l'avantage aussi, c'est que côté front, ici, alors c'est peut-être un peu petit, je vais zoomer, c'est que vous n'avez plus besoin en fait d'implémenter la logique métier qui permet de savoir s'il faut créer un booking. Il suffit de vérifier que le lien existe pour déclencher des parties en fait de votre application React, comme ici, qui est en fait lié au bouton de booking. Si le lien existe, c'est-à-dire que je peux booker. Et là, en fait, je suis en train de driver le workflow à partir de mon back-end. Alors, je peux faire des trucs beaucoup plus fancy, mais je ne vais pas forcément avoir le temps de le faire là. C'est que je peux faire en fait des workflows d'aller-retour. Je peux j'aurais vraiment pas le temps de le montrer là, je pense. Mais ce qui est intéressant dans mes workflows d'aller-retour, c'est que je peux essayer de forcer d'avoir un retour qui est incompatible avec mon aller. Et mon back-end, en fait, automatiquement, il va m'effacer en fait l'aller. Il va garder le retour. Et il va dire à mon front, il va lui afficher un nouveau lien pour dire hey, attention là, il faut que tu changes ton aller. Et il ne pourra toujours pas booker. Vous voyez ? Et là, on a drivé le workflow en fait du front. OK. Donc je vais juste faire une conclusion très rapide. Donc grâce à ces liens et 8OS, ça c'est 8OS que je viens de vous montrer, vous allez avoir un meilleur découplage entre la consommation de votre application et l'implémentation du modèle métier. Donc, tous les problèmes qu'on a vus, c'était lié à des fausses croyances sur la nomenclature de REST, parce qu'on pensait qu'on n'avait pas le droit d'utiliser de verbes, alors que ce n'est pas vrai. Vous pouvez les utiliser, mais ne contredisez pas le verbe HTTP. On avait tendance à exposer en direct le modèle, la manière dont on faisait nos classes dans les API REST, alors qu'il faut faire une adaptation orientée consommation, côté back orienté consommation, donc où vous pouvez lire l'intention dans l'URL. On avait tendance à exposer directement l'état de nos objets, c'est-à-dire sans les fonctions. Et maintenant, vous savez que les fonctions, on peut les exposer avec
8OS, notamment la fonction select, en fait, j'avais tout caché dedans pour pouvoir sélectionner, en fait. Et puis, on n'avait pas de workflow, et maintenant on l'a, parce qu'avec ce jeu de je t'affiche le lien ou pas, si tu es dans le bon état. Tu as sélectionné l'aller-retour, je te mets create booking. Tu as sélectionné que l'aller et tu es dans un aller simple, je te mets create booking. Sinon, je te le mets pas. Ça, c'est clair, ça? Ouais. Et avec tout ça, eh bien, on a récupéré l'astronaute. Donc c'est tout pour moi. Vous pouvez scanner ce QR code si vous voulez avoir accès au repository de code. Et si vous avez des questions, on peut se voir après le talk. Merci beaucoup.